le menu du jour, effectivement, c'est le cas de le dire, car nous passons maintenant aux choses sérieuses, à ce qui est prévu pour être mis dans nos assiettes et dans nos verres par l'Union européenne. Alors, je pense que les tableaux que j'ai présentés lors des discussions précédentes ont déjà donné une idée de la tonalité d'ensemble. Et, je crois que vous l'avez compris, il faut bien l'avouer, nos papis ne vont pas être à la fête. Ce n'est pas vraiment ce qui est prévu. Alors, j'ai d'ailleurs choisi pour sous-titre à cette discussion l'expression « la malbouffe souveraine », faisant une sorte de clin d'œil au titre d'un ouvrage ancien que j'avais réalisé au lendemain de l'adoption du traité de Lisbonne de 2007, et qui était « l'Union souveraine ». Pour ceux qui l'ont lu, s'en souviennent peut-être. Mais je ne veux pas tout gâcher dès le départ, d'autant qu'une fois encore, j'aboutis à un renversement complet de l'image que la structure européenne se donne auprès du public, comme étant le fervent promoteur de choix alimentaires sains et durables. Retenez bien l'expression, c'est celle qui court dans tous les textes européens, retenez bien pour la suite, c'est sa marque de fabrique. En fait, une institution soucieuse de la santé et du bien-être des populations et en même temps respectueuse des besoins de la planète. Alors, nous allons voir ce qu'il en est. Il nous faut donc procéder pas à pas. Je serais tenté de dire bouchée après bouchée. Oui, alors de la ferme à la table ou de la ferme à la fourchette, suivant la dénomination anglo-saxonne, et qui, plus justement, devrait être plutôt de l'usine à la benne. À propos du diagnostic, les différentes communications dressent un constat à charge des pratiques de consommation alimentaire en Europe. Je donne plusieurs extraits dans le livre, L'individu dans l'Europe promise, voici, que vous connaissez maintenant, où l'institution n'est en fait pas tendre. Elle fait référence à de la population en surpoids, à la progression de l'obésité et des maladies liées à l'alimentation. Et dans le même temps, elle signale un gaspillage alimentaire qui est estimé à 20% de ce qui est produit, ce qui est tout à fait considérable. Alors, forte de ces constats, l'Union annonce un programme auquel, sur le papier, chacun est raisonnablement tenté de souscrire, puisqu'il est même déclaré que l'industrie alimentaire et le commerce de détail devront demain montrer la voie en vue de ces fameux choix alimentaires sains et durables. Oui, parfaitement, c'est un document emblématique qui révèle à lui seul le véritable état d'esprit de la structure et ses visées réelles. Je vous invite à le lire, il est accessible en ligne, c'est juste une trentaine de pages. Ce document prétend soutenir la transition vers des systèmes alimentaires durables par des objectifs et des actions indicatives auxquels tous les acteurs de la filière sont invités à souscrire, qu'il s'agisse des fabricants alimentaires, des acteurs de la distribution ou du service comme la restauration. On s'aperçoit vite que la vraie cible n'est pas tant la qualité des aliments que la vertu écologique de leur fabrication, de leur conditionnement, de leur distribution et au final de leur consommation. Tout tourne autour de process plus économes en ressources, moins émetteurs, neutres pour le climat, etc., etc. L'angle d'attaque n'est donc pas tant le bien-être des populations que le bien-faire pour la planète, l'optimisation du rendement de la machinerie économique pour ce qui est une alimentation de masse. Au final, peu importe ce qui est servi, l'essentiel étant la performance verte pour y parvenir. Oui, la liste est éloquente, incluant même des acteurs dont l'activité est exclusivement du domaine des spiritueux, donc des alcools, donc en toute rigueur un peu extérieur à la question centrale de l'alimentation. Exemple du groupe Pernod Ricard, qui certes ne fait pas que du pastis, ils font aussi de la vodka, des whisky, de la suze, voire même des champagnes, mais aucun produit strictement alimentaire. Ou de Diageo, qui est le titulaire des enseignes des marques Guinness, Smirnoff et Johnny Walker. Alors, les amateurs reconnaîtront, mais enfin on est loin de la production d'aliments à proprement parler. Alors, les fabricants de boissons sucrées et ou gazeuses s'empressent eux aussi de signer le code, géants en tête, comme le japonais Suntory,
qui possède les marques Orangina, Oasis, Pulco, Schweppes, ou les fameux américains Coca-Cola et PepsiCo. Alors je fournis dans le livre un peu plus de détails sur la façon dont le groupe Pepsi a mis à profit, en termes de communication, son adhésion au code européen. Et je mets en parallèle les productions du groupe qui, outre les sodas, histoire que l'offre soit complète, inclut des produits apéritifs, notamment les chips de la marque Lay's et des céréales de petit déjeuner. Donc on a le carton plein pour le sucre, le gras, le sel et même les bulles qui sont offertes. Et je mets cela en parallèle avec l'engagement de l'Union, je cite, limiter la promotion de denrées alimentaires riches en matières grasses, en sucre et ou en sel. Alors, avis aux amateurs, est-ce là la mission accomplie? Je vous laisse juger. Alors, attention tout de même, il y a quelques concessions. Il faudra appliquer des pratiques publicitaires et de commercialisation responsables. C'est ce qui est inscrit dans le code. Ou faire la promotion de modes de vie sains et durables. On retrouve ces deux qualificatifs dont je vous parlais. Donc si je traduis, cela veut dire qu'on continuera à vendre les mêmes types de produits, mais la main sur le cœur, on jurera, par exemple, ne plus faire de publicité ciblée sur les enfants. Donc, on fera de la publicité, mais large spectre, quitte à mettre en scène des sportifs qui, pour se requinquer après l'effort, ouvrent une canette ou prennent un sachet de biscuits apéritifs. Les chips, c'est trop gras et c'est trop salé? Eh bien, alors, en signe de bonne volonté, PepsiCo a décidé de sortir des chips de fruits. Il fallait y penser. On mettra aussi une mention illisible sur les paquets ou en bas des spots. D'ailleurs, c'est bien simple, la télévision n'a plus désormais que 3 catégories d'annonceurs, les parfumeurs, les constructeurs automobiles, mais d'abord et avant tout, les enseignes américaines de malbouffe. Ces dernières, au passage, ne prennent même plus la peine de traduire ou de faire traduire leurs slogans. Ils sont visiblement les seuls à pouvoir assumer encore le coût de spots publicitaires. Alors, ce sont bien souvent des campagnes qui sont visiblement globales, mondiales, donc à ces échelles largement amorties. Sur toutes les affiches, dans la presse, sur les murs, dans les transports en commun, c'est Snack et soda à gogo. C'est le titre que j'ai donné à un de mes derniers articles dans la revue Le Banquet, c'est-à-dire des images paraboliques et grossies de hamburgers ruisselants de gras et de litres de boissons à bulles avec paille et glaçons. On ne voit plus que cela. C'est à croire qu'il n'existe pas d'autre mode d'alimentation. Oui, il y a d'abord d'autres géants de la même veine qui sont signataires, parce qu'il ne manque pas, avec les Kellogg's, les Mondelez. Alors Mondelez, c'est les marques Milka, Oreo, Lu, Cadbury, avec le groupe Ferrero, et même le géant Unilever, qui, pour mieux vendre ses lessives, possède plusieurs marques en mesure d'offrir de belles tâches en plus des calories. Miko, Magnum, Ben Jerry, ça c'est rien que pour les glaces, mais aussi les bouillons Knorr. Ils accourent tous. En fait, ils s'attendaient à une taxe sur le sucre, et en définitive, on leur sert sur un plateau des encouragements à plus de manipulation en laboratoire, à de nouveaux produits artificiels, à l'accroissement de leurs marges et à la valorisation de leurs déchets auprès des consommateurs. Je vais y revenir. Pour le coup, la vie est belle, elle est très belle en territoire européen. Mais, vous avez raison, il y a d'autres signataires dont la présence est plus inquiétante, quoique finalement parfaitement cohérente. Je signale juste quelques grands noms de l'agrochimie qui sont signataires, comme Syngenta, qui est la fusion d'AstraZeneca et de Novartis, qui a été racheté par le conglomérat chimique chinois ChemChina. Je signale Royal DSM et ses exhausteurs de goût et ses vitamines synthétiques, Viterra et ses compléments alimentaires, ou encore le mastodonte de Chicago, Archer Daniels Midland, qui gère avec autant de brio la production de sirop de maïs, d'édulcorants, de tourteaux de soja transgéniques et à y être de biocarburants. On espère qu'au moins les lignes de production sont bien segmentées. Donc je récapitule. Autour de la table, nous avons comme ambassadeurs du code de l'Union européenne les colorants, les additifs, les exhausteurs, les édulcorants, les vitamines synthétiques, le sirop de sucre, etc., etc. On est loin du bio, n'est-ce pas?
bon appétit! Alors, je termine ce rapide survol des signataires en constatant par contre qu'il y a de grands absents. Aucune référence ou mention aux acteurs de la course et de la livraison à domicile de nourriture. Aucune trace des Just Eat, Deliveroo ou autres, laissés bien tranquilles à leurs besognes, alors qu'ils auraient pu et auraient dû être au cœur de la question de la durabilité des systèmes alimentaires contemporains. Mais ce sont de précieux auxiliaires de la diffusion des produits élaborés par les autres signataires du Code, en particulier les fabricants de boissons, dont les produits sont généralement inclus d'office dans les formules menus en livraison, et qu'à ce titre, il vaut mieux ménager. Avec ce code de l'Union européenne, une conclusion s'impose. Le consommateur demeure en définitive le dindon du marché. Pour résumer, je vois 4 éléments caractéristiques qui me paraissent bien illustrer les tendances à l'œuvre telles qu'elles sont encouragées par l'Union européenne. 1. La reformulation et l'hyperformulation des denrées, je vais expliquer plus en détail dans la foulée. 2. La réduction des portions, ce qu'on appelle shrinkflation. 3. Tolérance et report des dates limites de consommation sur les produits. 4. Enfin, la promotion de l'eau du robinet, sans doute en prélude à la disparition à terme des eaux de bouteille. Alors, reformulation et hyperformulation. C'est en fait l'engagement vers plus de plats préparés, avec des cocktails d'ingrédients qui nous éloignent de plus en plus du produit frais, non élaboré, qui est pourtant considéré comme étant le plus sain. Mais effectivement, sans doute plus délicat à obtenir en grand nombre, et avec des marges dans tous les cas plus réduites qu'avec les bouillies sortant des cuves industrielles. L'Union est partie prenante de cette tendance. Il ne faut pas croire qu'il s'agit de la seule pression des industriels. Elle l'est sans doute par une forme de tentation faustienne pour de nouveaux aliments. Elle finance depuis des années des programmes de recherche sur des protéines de substitution, car elle caresse l'idée de faire tout simplement disparaître l'élevage, au moins terrestre. Pour l'élevage maritime, c'est encore autre chose avec les poissons. C'est officiel, elle déploie ses efforts en vue de l'augmentation de la disponibilité de protéines végétales, microbiennes, dérivées d'insectes ou à base d'algues. Miam. Et les industriels emboîtent le pas pour se faire bien voir, à l'exemple des fromageries Bell, qui s'avancent vers des fromages sans lait, obtenus avec un cocktail encore moins engageant d'huile de coco et de caséine de synthèse. L'Union européenne soutient également des programmes visant la production de nourriture et de boissons avec des effets variés comme anti-inflammatoires, antibactériens, antivirales, antifongiques et antioxydants en vue de réduire le risque d'affections comme le cancer ou l'hypertension. Alors je le dis, à quand la fusion célébrée à Bruxelles de Pepsi et de Pfizer, pour l'imaginer. Blague à part, nourriture fonctionnelle, nourriture cellulaire, nutrigénomique, c'est-à-dire une nourriture adaptée à notre microbiote intestinal. Voici ce qui nous guette pour demain. Je laisse de côté les tergiversations quant à l'autorisation de l'usage en alimentation du cannabidiol, le CBD, aux 1000 vertus, qui nous ferait verser aussitôt dans le soma du meilleur des mondes de Aldous Huxley. Sans même cela, on voit poindre une offre de plus en plus segmentée de produits ayant tous pour fond commun le laboratoire et l'usine, qui sont en fait calés sur le principe de la ration individuelle, soi-disant personnalisée suivant différents critères médicaux, comportementaux, culturels et cultuels. Ils se prêteront pourquoi pas aux logiques d'abonnement et de livraison, au même titre que ce que pratiquent déjà les enseignes de régime. Et tout cela au plus grand bonheur des plateformes numériques et des industriels. Sous le prétexte de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'Union cautionne également la réduction des portions individuelles. En économie existe le terme de shrinkflation pour désigner cette astuce qui consiste à réduire la quantité tout en gardant le même prix, ce qui est en fait une vraie inflation supplémentaire à peine déguisée. Le gaspillage, notamment dans les cantines scolaires, n'est pourtant pas un problème de quantité non adaptée, puisque bien souvent les rations s'avèrent dans l'absolu insuffisantes pour les enfants, mais simplement un problème de qualité de ce qui est servi.
Tous les parents un peu intéressés à la chose vous le diront. Cela finit à la poubelle non parce qu'il y en aurait un excès, mais simplement parce que c'est mauvais. Et toutes les applis téléphoniques de consultation de menus, toutes les appellations ronflantes de cabinets de com n'y changeront rien. Quand on soigne les approvisionnements et la façon, les choses évoluent et les gamins n'ont plus à se ruer sur les distributeurs ou les stations-service pour faire le plein de cochonneries salées ou sucrées. Cette lutte contre le gaspillage alimentaire débouche également sur une prise de liberté de plus en plus préoccupante avec les dates limites de consommation des produits. Une prise de liberté qui est encouragée par la structure européenne et qui va même jusqu'à l'interdiction de destruction des invendus. Alors on voit se développer de nouvelles propositions commerciales assez surprenantes, comme ces opérateurs de tickets restaurants qui s'associent avec des fournisseurs d'applications mobiles qui vont vous permettre de traquer les paniers d'invendus alimentaires près de chez vous, que vous pourrez payer avec titre ou carte ticket resto, en ayant le sentiment de faire une bonne affaire. C'est finalement le ticket de rationnement dans la joie. C'est la pilule pour l'inflation. Les grandes enseignes ont bien compris l'avantage qu'elles pouvaient en retirer avec une sorte de marché de seconde main au sein de leurs propres enseignes, où les invendus des métropoles semblent avoir une deuxième vie dans les magasins des zones plus reculées, des zones périphériques, pour ces citoyens de deuxième classe qui seront bien ravis d'avoir des étiquettes en date courte et de faire ainsi quelques économies. Parce que, c'est bien connu, les sans-dents ont des estomacs entraînés et résistants. Enfin, je le disais, l'Union s'est engagée dans une vaste opération de promotion de l'eau du robinet depuis la directive de 2020 que j'évoque dans le livre. Vous serez vigilants, on nous persuade de nous détourner de l'eau minérale en bouteille et qu'ainsi, pollution, émissions, changement climatique, environnement s'en porteront que mieux. Mais pourtant, il semble que ces mêmes prescriptions, qui pourraient être équivalentes à propos des sodas et de l'usage des sodas, ne soient pas encore à l'ordre du jour. Quelle surprise! Je fais tout simplement référence au fait qu'à force de marteler ces préceptes verts, avec lesquels les multinationales savent jouer à merveille pour aller dans le sens de l'Union, eh bien la structure, tout imbue de son mépris pour l'homme, de sa misanthropie, se prend à rêver à ce que nous puissions, à terme, comme les spationautes, boire l'eau de nos urines et ne rien laisser échapper des nutriments que nous avons ingérés. Et c'est bien là l'ironie de la chose. La malbouffe rendue souveraine n'exclut pas cet idéal de station orbitale. Nous commençons d'ailleurs à envisager de manger nos emballages, nos ustensiles comme les couverts. La prochaine étape, c'est de devenir coprophage, puis de se dévorer soi, de l'auto-anthropophagie, ce qui est déjà le cas au figuré, vu l'ambiance actuelle, avec la détresse psychologique si courante, y compris parmi nos jeunes. Parce que pour ce qui est de se manger entre les uns les autres, la géopolitique s'en charge déjà fort bien avec les conflits armés. Et là, on oublie momentanément l'économie verte tout autant que la biodiversité et le dérèglement climatique. Alors je termine, non pas en chanson, encore que vous puissiez le faire si vous le voulez, vous allez comprendre, mais à la manière voltairienne, par un petit poème sur le sujet que je vais vous lire et qui s'intitule sobrement, alors je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le lire, La prière du mal nourri. J'espère que vous apprécierez et je ferai en sorte de conclure ainsi chaque cycle de discussion. Je vous donne avant cela rendez-vous très bientôt sur Europhilo pour une prochaine discussion sur un autre sujet. D'ici là, profitez bien de la table, prenez soin de vous et comme d'habitude, soyez vigilants. Bon, alors allons-y, la prière du mal nourri. Rendons grâce à l'UE qui, dans son élan vertueux, s'est faite savante complice des artisans de nos délices. Ces géants qui gavent nos estomacs de croquettes en sachet et d'infâmes sodas, qui cultivent amoureusement notre glycémie et sont de nos artères les meilleurs amis. Flattant nos capitons par de subtiles trouvailles, ils étendent leur emprise sur toutes nos victuailles. Avec le poison, ils sont prêts au besoin à fournir l'antidote, prétendant, toujours contre monnaie, se soucier de notre microbiote.
Par les mêmes mains, le mal nourri se trouve soigné, car les mêmes qui nous purgent nous ont d'abord engraissés. Cessons donc d'abreuver ces marchands de pénitence. Célébrons le bon goût, le fait main, le frais, et faisons bombance. Laissons les dociles auxiliaires à l'écoute de la planète, qui se paie sur la bête tant qu'elle est en vie. De l'Europe verte, acquittons maintenant notre dette, et partons avec la certitude d'avoir déjà suffisamment servi.